la deuxième partie de l'épisode sur la masculinité toxique du podcast Jasons ensemble du projet Cultivons la culture du consentement au Nouveau-Brunswick du regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. Je parlais de Andrew Tate. Quels sont selon toi les impacts des médias sociaux sur les comportements? Les médias sociaux jouent un rôle énorme dans cette ère de l'Internet qu'on a tout de suite, surtout dans la propagation puis de la remise en question de la masculinité toxique. Ça va dans les deux sens aussi. C'est comme une arme à double tranchant. Fait que ça peut pousser les gens à se conformer à des normes toxiques, mais aussi ça peut être un outil puissant pour l'éducation, puis l'expression de soi, puis les revendications. D'une façon où les médias sociaux ont un impact plus négatif vers la promotion de la masculinité toxique, c'est la culture d'influence, justement, comme Andrew Tate, cette image de marque de mâle alpha. Surtout, on trouve ça sur les plateformes de TikTok, YouTube, Instagram, tout plein d'influenceurs autoproclamés mâle alpha qui font la promotion de la domination, du contrôle sur les femmes, de l'absence d'émotion, comme identité masculine idéale. Fait que, pensez à des gens comme ce Andrew Tate-là, qui est devenu célèbre justement en prêchant agressivement la misogynie, la hustle culture aussi, puis les rôles de genre dépassés auprès des jeunes garçons qui sont quand même impressionnables. Les réseaux sociaux aussi sont un espace où c'est propice à la cyber-intimidation, mais aussi le maintien de l'identité. Donc, les jeunes garçons qui s'expriment différemment, que ce soit par la mode, le maquillage, des émotions, je veux dire, autres que la colère, ou le fait de parler ouvertement de santé mentale sont souvent moqués, comme mentionnait Sébastien tout à l'heure, moqués ou harcelés. Des commentaires comme « man up » ou « t'es un mou », des insultes homophobes, ça inonde les réponses souvent quand quelqu'un va se prononcer, puis ça renforce cette version toxique de masculinité-là. Quelque chose qu'on n'a pas touché dessus autant aujourd'hui, j'ai remarqué, c'est l'impact sur l'image corporelle des jeunes garçons aussi, parce que tout comme les femmes, les jeunes hommes sont frappés par des normes de beauté irréalistes, les six-packs, les mâchoires dures et pointues, d'être grands, d'être musclés. Ces influenceurs-là poussent aussi le fitness grind qui associe la domination physique à la valeur d'un individu. Ça entraîne une augmentation de la dysmorphie corporelle en plus d'augmenter la violence fondée sur le genre. Ça augmente aussi l'utilisation des stéroïdes, puis une faible estime de soi, en particulier chez les jeunes hommes. Mais aussi, les médias sociaux peuvent remettre en question la masculinité toxique. On se trouve souvent dans des chambres à écho où on va voir le même message dit par différentes personnes, mais dépendant dans quelle chambre on se trouve, le message peut être vastement différent aussi. Il y a des mouvements qui existent sur les réseaux sociaux en matière de santé mentale et de vulnérabilité avec des mots-clés comme Men's Health, Men's Lib aussi, où il y a des conversations ouvertes sur les émotions, la thérapie, la guérison. Ça aide à normaliser le travail émotionnel et la masculinité non toxique. Il y a aussi l'importance de la représentation et la visibilité. Dans cette ère des réseaux sociaux, les personnes ont aussi l'opportunité de voir quelqu'un qui leur ressemble, pleurer, être vulnérable, être doux ou exprimer son amour en public. Puis ça peut être libérateur aussi pour quelqu'un qui a l'opportunité de voir ça sur les réseaux sociaux. On est aussi, vous avez touché sur les comportements de groupe aussi, puis c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus difficile lorsqu'on est en situation de groupe, mais on trouve que sur les réseaux sociaux, on est aussi un peu en train de passer à une culture de dénonciation et de responsabilisation aussi. Il y a certains comportements toxiques qui passent plus inaperçus ou aussi facilement, puis les gens dénoncent de plus en plus la misogynie aussi, l'homophobie, la transphobie, les influenceurs masculins toxiques. Ça peut aussi donner un sentiment de communauté où les gens peuvent trouver des groupes de soutien ou diffuser en direct, avoir des forums, des espaces de discussion justement. Je vais donner quelques exemples, mais sur Reddit, il y a les threads de Men's Lib aussi, ou des communautés sur Discord ou TikTok qui sont dédiées spécifiquement à la masculinité saine et à l'intelligence émotionnelle. C'est sûr que les jeunes garçons en particulier reçoivent des signaux contradictoires. Certains sont entraînés dans les chambres à écho, comme je disais tout à l'heure. D'autres se retrouvent dans des voies plus saines. Mais les médias sociaux, je trouve que le plus grand impact, c'est que ça peut façonner rapidement l'identité à un moment où, justement, les jeunes sont plus susceptibles et essaient de trouver où ils appartiennent. Puis c'est vraiment important d'être vigilant aussi sur ce qu'on consomme comme contenu pour vraiment laisser la chance aux hommes et aux jeunes garçons la permission d'être des humains à part entière, qui soient doux, forts, effrayés, courageux et tout ça en même temps. En tant que parent, comment aborder la question avec nos fils? Ça, c'est une question que je trouve vraiment puissante et importante, puis qui me touche beaucoup comme parent. Élever des garçons dans un monde où la masculinité toxique est rampante, ça demande de l'intention, du courage, puis beaucoup d'amour.
Mais c'est tout à fait faisable puis c'est profondément gratifiant aussi. Je pense que si j'aurais à donner un guide pour les parents, c'est de commencer par la littératie émotionnelle. De leur apprendre dès un jeune âge que les émotions sont humaines et ne sont pas genrées. D'utiliser des mots spécifiques pour les émotions, comme c'est normal d'être triste, tu as l'air d'être frustré, veux-tu en parler? Les aider à nommer les émotions, au-delà de juste dire ça va mal ou ça va bien. Utiliser un tableau de sentiments s'il faut, parler des personnages dans des films, dans des séries ou des livres. Moi, personnellement, ça a été mon outil favori. Ça peut prendre du courage puis une tolérance aux moments awkward, mais c'est quand même assez facile de mettre une émission sur pause pour discuter de ce qui vient de se dérouler avec les personnages. Normaliser les pleurs et l'expression émotionnelle dès le plus jeune âge, ça leur donne permission de ressentir, puis ça renforce l'intelligence émotionnelle et leur résilience aussi. Je pense qu'en tant que parent aussi, il faut faire sûr qu'on donne des exemples de masculinité saine. De leur montrer que la force et la gentillesse peuvent coexister, de les laisser vous voir vous-même ou des hommes dans leur vie, s'excuser, de démontrer de l'affection, de parler de stress, de pleurer ou de demander de l'aide, surtout, pour venir briser le moule du tough guy, par l'écoute, par la douceur, par l'empathie, qui sont des comportements qui peuvent exister chez toute personne, peu importe leur genre. Voir des adultes défier ces normes-là, ça leur donne permission de faire ça eux-mêmes. Ils apprennent de ce qu'on fait puis pas de ce qu'on dit, en fait. Il faut aussi remettre en question les stéréotypes tôt. Julien, tu as mentionné beaucoup des interventions de ce que les jeunes ont dit dans tes ateliers et vous en avez parlé aussi. Puis je pense que le rôle des parents, c'est d'intervenir aussitôt qu'on entend un commentaire ou qu'un enfant fait un commentaire, soit envers un ami ou envers quelqu'un à la télévision, mais de vraiment questionner. Si un garçon dit « Ah, mais les garçons ne jouent pas avec des poupées », de dire « Pourquoi tu te sens comme ça? Pourquoi tu penses comme ça? » Tout le monde peut jouer avec une poupée, c'est comme ça qu'on apprend à prendre soin de quelqu'un. Il y a rien, c'est pas une chose genrée, mais c'est vraiment de remettre en question les stéréotypes du début, puis d'évoluer ce discours-là à mesure que les enfants grandissent. Aussi, de parler de respect et de consentement. Ça peut, on commence aussi avec expliquer que vous n'avez pas besoin de donner un hug ou de serrer quelqu'un dans vos bras si vous n'avez pas envie, puis que les autres n'ont pas à vous serrer dans leurs bras si vous n'en avez pas envie. Puis, de leur apprendre que la vraie force, ça signifie d'honorer ses propres sentiments, les sentiments des autres, et non de les contrôler. La masculinité toxique relie souvent sur la virilité et le contrôle, puis l'enseignement de l'empathie et des limites, bien, ça crée des relations saines. Dernière chose que je dirais aussi, c'est d'encourager, ou l'avant-dernière chose, d'encourager un large éventail d'intérêts aussi. De les laisser explorer la douceur, la créativité aussi librement que le sport ou la compétition, d'encourager la danse, la musique, le dessin, l'écriture, la cuisine, tout ce qui peut illuminer l'enfant. La masculinité toxique limite les garçons à une seule version d'eux-mêmes. Fait que le travail d'un parent, je pense, ça consiste d'illustrer les possibilités. Puis aussi, de créer un safe space pour les discussions, de vraiment devenir leur caisse de résonance sans jugement, de poser des questions ouvertes. On apprend trop souvent aux garçons à réprimer, à éviter ou à foncer malgré la douleur. S'ils ont des espaces sûrs, on peut leur donner des outils pour ensuite se transformer et se développer. Je pense aussi que c'est important pour les parents de rester informés, de demeurer vigilants sur les tendances et du contenu auquel les jeunes sont assujettis, puis aussi d'en parler avec d'autres parents, parce que ce n'est pas tous les parents qui s'en rendent compte non plus. Fait que je pense que quand on apprend quelque chose, il faut le signaler aussi avec d'autres parents, parce que ça prend quand même un village. Ouais. Selon toi, quelle serait une bonne façon d'améliorer les choses au niveau sociétal ou individuel? Voulais-tu que moi je la réponde? OK. Je pensais que tu avais dit que tu allais Julien. OK, on est rendu à... Après, c'est ça, OK. Got it. Veux-tu qu'elle recommence ou si je me lance dedans? Ouais, peut-être. OK. Selon toi, quelle serait une bonne façon d'améliorer les choses au niveau sociétal ou individuel? Je pense qu'au côté individuel, c'est vraiment dans les conversations entre amis, entre parents et enfants. Mais du côté sociétal, je pense qu'on peut aussi soutenir et s'impliquer auprès d'organismes féministes et queer intersectionnels. Il y a des gens qui pourraient présumer que la montée du masculinisme, c'est un contre-coup qui a été provoqué par les discours féministes, mais vraiment au contraire, le mouvement féministe est une réaction au masculinisme et à la misogynie. Les organismes féministes comme le nôtre, le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick,
offre des outils qui peuvent aider à mener des discussions autour d'enjeux d'égalité des genres, que ce soit en famille, entre amis ou au travail. Il y a aussi des organismes comme Alter Acadie, qui est un organisme qui représente les communautés franco-queer du Nouveau-Brunswick. Puis en tant que porte-parole de ces communautés, eux, ils s'engagent à enrichir le projet d'une Acadie moderne par des actions concrètes visant à promouvoir l'inclusion et défendre les droits des personnes queer. Il y a aussi d'autres organismes qui ont une présence aussi au niveau national ou dans les médias, comme Des Hommes qui changent, un organisme qui crée du contenu médiatique et événementiel permettant de sensibiliser et mobiliser tout un écosystème autour de la masculinité positive. Et aussi Ruban Blanc, qui est un organisme qui vise à favoriser une vision plus saine de la masculinité fondée sur le respect, l'empathie et l'égalité. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est, je disais tout à l'heure, il faut faire attention à quel contenu on consomme. Il y en a tout plein du contenu sur la masculinité saine aussi, c'est juste qu'il faut aller le chercher des fois, puis il faut le partager pour qu'il prenne de l'ampleur. Ruban Blanc a fait une campagne récemment qui s'appelle My Friend Max Hate, qui est un peu une parodie justement de Andrew Tate, où ils mettent en lumière la façon dont les personnalités prédatrices en ligne préparent les garçons vulnérables puis imprègnent leurs pensées avec ces idéologies toxiques-là. Donc, c'est un bel outil pour les parents, mais pour les jeunes aussi, pour des amis, juste pour comprendre un peu comment ces influenceurs-là utilisent cette approche-là. Puis aussi consommer du contenu féministe et de masculinité positive en dehors de l'Internet aussi, donc d'avoir des conversations enrichissantes avec ses amis. Mais aussi, je vous lance une suggestion de livre. Il y a un livre par Bell Hooks qui s'appelle « La volonté de changer, les hommes, la masculinité et l'amour », qui est une œuvre qui critique directement la masculinité toxique, puis offre une vision de la masculinité fondée sur l'amour. Hooks parle de la nécessité pour les hommes de désapprendre la domination et d'embrasser l'honnêteté émotionnelle, non seulement pour les autres, mais aussi pour leur propre guérison. Merci beaucoup, Andréane. Julien, j'ai une dernière question pour toi. Au niveau de l'école, penses-tu qu'il y aura un moyen d'améliorer les choses, les profs ou les activités? Absolument. Moi, je suis certain qu'il faut qu'on continue ou qu'on amorce différents types de prévention au sein de l'école à tous les âges, dès le plus jeune âge, mais les sujets vont à chaque fois être un petit peu différents. Il faut qu'on puisse faire des activités qui soient peut-être en lien avec le contenu de classe, ou sinon avec des ateliers spécifiques sur certains sujets. Comme là, ce que je disais tout à l'heure, moi j'offre un atelier sur la masculinité antitoxique, donc, et j'essaye pas seulement de pointer sur le problème, mais aussi d'essayer d'offrir des solutions et puis d'encourager les jeunes à au moins réfléchir sur les comportements et puis peut-être ensuite à adopter d'autres comportements, à avoir des espaces de discussion. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais aussi au sein de la famille. À l'école, c'est des choses qu'on peut aussi créer avec des personnes de confiance. Continuer à parler des stéréotypes de genre. Je sais que c'est des sujets qui ont déjà été évoqués à l'école plusieurs fois, mais il faut qu'on puisse continuer à avoir cette conversation-là pour démonter les stéréotypes de genre, parler encore une fois de masculinité toxique et antitoxique. Puis c'est rigolo, tu parlais de Bell Hooks, ce livre-là fait partie de ma liste de livres, il est au top de ma liste. C'est aussi continuer, là je parle plus en tant que mentor mieux-être, vraiment continuer à promouvoir une santé mentale positive, mais une santé mentale positive des fois qu'on pourrait cibler justement sur les élèves qui s'identifient au genre masculin. Parce qu'on a parlé de ça un petit peu, tu en as parlé tout à l'heure, le fait que la masculinité toxique fait que on va pas aller demander de l'aide parce que on va survaloriser l'autonomie. Quelqu'un qui va demander de l'aide, c'est pas un vrai homme. C'est aussi beaucoup des personnes qui sont isolées, parce qu'il y a la difficulté de pouvoir se rapprocher du monde, ne serait-ce que de pouvoir écouter du monde. C'est quelque chose qui est rendu difficile parce que on parle pas de ces choses-là entre gars. J'avais un élève, souvent quand je reçois les élèves, moi je leur pose la question, est-ce que tu as du monde à qui tu peux parler si jamais il y a quelque chose qui va pas? Puis souvent les élèves qui s'identifient au genre féminin me disent oui, j'ai 2-3 amis à qui je peux parler. Et puis les gars, c'est plus rare, ça arrive quand même des fois, alors peut-être que c'est aussi générationnel, mais j'ai eu un élève une fois qui m'a dit oui, j'ai plein d'amis autour de moi. Je lui demande est-ce que tu as du monde à qui tu peux parler si tu as un problème? Alors, non, parler non, on est là pour avoir du fun, on n'est pas là pour parler. Donc il se retrouvait très isolé. Si jamais il avait besoin de quoi, il ne va pas parler. On a parlé beaucoup aussi de l'expression des émotions, de pouvoir, comme tu dis, la littératie des émotions, de pouvoir l'accompagner aussi à l'école. Ce qui fait que quand
à l'âge adulte, et puis même à l'adolescence, ils seront dans un moment où ils auront besoin d'aller chercher de l'aide, peut-être qu'ils auront plus la capacité de prendre conscience de leur état mental, parce que pour l'instant, c'est pas encouragé. Peut-être de pouvoir partager des éléments de sa vie privée aussi. Faire preuve de vulnérabilité, et puis aussi de pouvoir parler de ses échecs. Et ça, c'est un truc, la compétition entre les hommes fait que on va toujours essayer de passer pour le meilleur, quoi que ça veuille dire. Mais si jamais on dit qu'on admet qu'on fait une erreur, et puis c'est comme de faire un aveu qu'on n'est pas le meilleur. Donc c'est vraiment, c'est important de dire, on a le droit de faire des erreurs, et puis c'est important d'accepter les conséquences, et puis de les assumer, et puis, mais de savoir que c'est comme ça qu'on apprend, et puis ça ne va pas faire de toi une moins bonne personne. Et puis c'est ok, encore une fois dans cette santé mentale positive, de montrer que c'est ok d'exprimer ses émotions, que c'est ok d'avoir des émotions déjà rien que là. Ça passe aussi, quand je parlais des émotions, ça passe aussi par le fait de apprendre à gérer sa colère, parce que c'est un peu à chaque fois la porte d'entrée. Puis comment est-ce qu'on va faire pour gérer la colère? Là, on peut donner des techniques pour déjà diminuer un peu ce feu intérieur par moment, comme boire un grand verre d'eau, avoir des techniques de respiration, changer son discours intérieur. Puis après ça, avoir des stratégies, c'est ce que je donne un peu aux élèves, des stratégies sur comment est-ce que je peux communiquer autrement, de façon non violente, pour que le message passe correctement. Et pour qu'on puisse régler ensemble le problème. Et c'est, encore une fois, c'est de régler ensemble, c'est d'avoir de la collaboration plutôt que de la compétition. Aider à développer des capacités d'écoute. Ça, je pense que c'est aussi important. Il y a des choses qu'on peut apprendre aux élèves sur comment est-ce qu'on fait pour écouter quelqu'un. Ne serait-ce que dans le positionnement, ne serait-ce que dans la question du non-jugement, puis cette forme de confidentialité qu'on peut avoir. Et puis, il y a des stratégies qu'on peut donner pour faciliter ça, ce qui fait que si jamais tu as un ami qui va pas bien, tu es capable de pouvoir l'écouter à ce moment-là. Et en faisant ça, tu vas être un modèle pour les autres personnes aussi autour de toi. Et les autres personnes vont savoir, ok, c'est comme ça qu'on écoute quelqu'un, et puis c'est comme ça qu'on... Je me suis pas senti jugé la dernière fois, je vais faire un peu la même façon. Continuer à développer l'empathie, puis ça, c'est des choses dont on parle beaucoup à l'école, et surtout développer l'esprit critique. Je sais qu'il y a beaucoup de cours qui discutent de ça, mais il faut qu'on continue à développer cet esprit critique par rapport aux choses qu'on voit en ligne. Et puis encore une fois non, aussi, il y a tout un travail à faire sur le consentement. Nous, on a un souhait, on est en train de travailler dessus sur avoir une sorte de sommet sur le consentement à Moncton, par les élèves et pour les élèves, donc c'est un work in progress. Aussi, trouver des moyens pour aider à développer une culture du consentement dans les écoles de façon générale, mais même dans les sports aussi, il y a des choses à travailler. Et puis j'ai eu cette discussion avec les élèves. J'ai la chance d'être entouré de précieux élèves sur c'est quoi le problème avec pas le problème avec le consentement, mais c'est quoi la vision que vous avez du consentement. Et puis c'est sûr que la plupart des élèves connaissent la vidéo de la tasse de thé, puis qui est importante, et puis il faut en parler. Et puis, mais il y a besoin d'aller plus loin sur des mises en situation, sur des jeux de rôle, sur comment est-ce qu'on dit non. Comment est-ce comment on s'entraîne à dire un non, mais aussi comment est-ce qu'on accepte un non. Je trouve que c'est encore plus important, comment accepter un non, comment gérer un peu sa frustration. Donc il y a aussi tout ce travail-là à faire avec les élèves. Comment reconnaître un non aussi, ça c'est important. Et puis voilà, travailler encore le consentement, mais ça c'est dès le plus jeune âge, parce que c'est pas forcément sexuel, et puis c'est vraiment dès la garderie qu'on peut travailler ces questions-là, mais il faut que ce soit discuté jusqu'en 12e année. Super, merci beaucoup Julien. Rebonjour Sébastien et Ève. Donc Sébastien, toi au niveau des conseils étudiants, vois-tu une façon de contribuer? Certainement. On parle beaucoup de comme l'influence, comment est-ce que les jeunes sont, surtout à mon âge, c'est comme ils sont facilement influencés. Mais je pense qu'il y a une façon de les influencer d'une bonne façon, où est-ce qu'on peut montrer la bonne image, puis on peut montrer la masculinité saine. Ça serait peut-être en invitant des conférenciers à venir parler de qu'est-ce que c'est vraiment une bonne image d'un homme, et qu'est-ce qui est vraiment la bonne façon d'agir, et pas d'avoir une personnalité toxique.
Puis, ça serait aussi une bonne façon de pouvoir montrer aux filles aussi qu'est-ce qu'est la masculinité toxique pour que eux peuvent le dénoncer. Tu sais, il y a beaucoup d'amitié entre gars et filles. Puis je pense que si les filles le dénonceraient, si qu'ils entendraient quelque chose, un commentaire ou des comportements qui seraient toxiques, que eux peuvent le dénoncer. Si eux le dénonceraient, je pense que ça passerait mieux que si ça serait un autre gars qui le dénoncerait. Fait que ça serait une bonne façon de pouvoir contribuer à ce que les choses viennent beaucoup mieux. Ouais, c'est sûr que les amitiés entre filles et garçons, c'est un sujet intéressant. Moi, j'ai essayé plusieurs fois d'avoir des amitiés proches avec des garçons, puis malheureusement, dans la plupart des cas, ça finit avec soit des commentaires déplacés, sexistes, ou que dans le fond, il y avait d'autres intentions, que le garçon me voulait pour mon corps. Fait que je pense que si on travaille ensemble pour bâtir des amitiés saines qui sont vraiment juste des amitiés, ça pourrait vraiment améliorer les choses. Donc, on a eu un super beau podcast. On a parlé de comment améliorer les choses dans les écoles, l'influence des médias sociaux. On a parlé des émotions chez les garçons. On a parlé de tous ces sphères de la masculinité toxique. Eve, comment tu te sens après ces échanges? Ces échanges! Ben, moi, je trouve que c'était vraiment, vraiment intéressant. Je suis d'accord avec vraiment ce que tout le monde a dit. Je vais comme soulever puis relever certaines choses que j'ai vraiment trouvé intéressantes. Ben, on a parlé de ça presque toute l'heure, là, mais pour les garçons, c'est juste ce sentiment-là d'être embarrassed, puis c'est embarrassant d'être vulnérable, que les garçons, ça pleure pas, juste des commentaires de même qui affectent aussi les garçons. Un autre exemple auquel j'ai pensé, c'était quand ça vient au sport, parce que comme je trouve que si une fille ne fait pas un sport, c'est, on dirait, mieux pris que si un garçon fait pas un sport, ou comme en train de juste par-dessus cette idée-là, il y a beaucoup de monde qui disent que les filles font pas des sports. Puis ben on a eu un exemple comme ça dans un de mes cours, mais que un garçon avait dit ça, mais la vérité c'est que les filles ils font autant que les garçons, mais ils n'en parlent juste moins. Parce que c'est comme ça que notre société, c'est genre de évoluer, c'est ça, on dirait que c'est ça la nouvelle norme. C'est comme ça aussi à l'école. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus normalisé que les filles vont étudier, qu'ils vont, plus se soucier de leur projet à remettre, toutes des affaires de même. Puis c'est plus embarrassant pour les gars de faire ça, qui est totalement faux, mais c'est à ça qu'on a évolué, qui est vraiment triste, là. J'ai aussi remarqué que les gars, c'est beaucoup plus difficile pour eux d'être eux-mêmes. Ça va un petit peu avec les gars qui font pas de sport. C'est plus difficile pour eux de partager leurs vraies opinions, de partager leurs vrais intérêts, parce que ils ont tellement cette pression-là d'entrer dans la norme, que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile pour eux. Fait que oui, ça affecte les filles énormément. Tu sais, un exemple, c'est, puis il y a quelqu'un qui a parlé de ça, puis je trouve ça vraiment intéressant, mais les filles ici, ça aime comme aller avec des garçons puis faire des choses comme ça, ben c'est une slut. Mais si elle fait pas ça, ben elle est boring. Tu sais, c'est toujours des exemples de même, puis c'est comme on gagne jamais n'importe quoi qu'est-ce qu'on fait. Fait que ça affecte énormément les filles de ce côté-là, puis plein d'autres exemples qui sont ressortis, mais ça affecte aussi les gars dans le sens qu'ils peuvent pas toujours montrer leur vraie personnalité puis leurs vraies opinions. Fait que, ouais, non, moi, je trouve que c'était vraiment des belles discussions qu'on a eues là, puis c'est vraiment pertinent. Vraiment des beaux opinions. Puis, selon toi, as-tu des idées pour améliorer les choses? Oui, Julien en a nommé beaucoup d'en parler aux écoles, de soulever plus de pensées critiques, puis tout ça. Moi, je trouve que celui-là qui est le plus gros, c'est vraiment juste de dénoncer ce qu'on voit. Parce que ça se voit partout, ça se voit dans les écoles, ça se voit dans les milieux de travail, ça se voit vraiment dans tout aspect de la vie. Mais si on pourrait plus le dénoncer, plus remarquer quand quelqu'un dit quelque chose, c'est porter attention aux commentaires qui se font dire, puis dire comme « Hey, c'est pas correct de dire ça », tu sais, parce que c'est souvent soit qu'on les remarque pas, mais si on les remarque, on aura peur de les dénoncer. Fait que je trouve que ça, c'est
une manière de faire un changement. Aussi, tu sais, les médias sociaux, il y a un gros côté qui est très mauvais quand ça vient à la masculinité toxique, comme les influenceurs comme Andrew Tate et autres, qui démontrent une image complètement irréelle et juste vraiment mauvaise et pas correcte. Mais si on fouille, on peut vraiment trouver le meilleur côté. Il y a du monde qui, je sais que Andréane en avait parlé un peu, mais qui montre la masculinité saine, puis comment contourner ces comportements-là, puis comment les remarquer. Fait que je pense qu'on peut aussi trouver ce côté-là aux médias sociaux qui est un peu meilleur. Oui, vraiment tous des bons points. Moi, je pense juste l'amener plus dans les écoles, en parler, parce que, comme on l'a dit au début du podcast, c'est des sujets tabous, ceci, mais est-ce que ça devrait l'être? Non. Donc, merci beaucoup à vous deux et à tous nos intervenants pour vos belles collaborations. On veut remercier notre bailleur de fonds, Femmes, Égalité, Genre Canada, car sans eux, ce podcast n'aurait pas lieu. On veut aussi remercier les intervenants d'aujourd'hui, donc Sébastien Roy, Julien Philippiac, Andréane Leblanc et Ève Leblanc. C'était vraiment une discussion enrichissante. Merci à vous tous. Ensemble! Cultivons la culture du consentement au Nouveau-Brunswick.